Bonjour, chers internautes. Bienvenue à cette nouvelle chronique livre. Je suis très content de vous retrouver. Cette semaine, encore une fois, un livre qui va vous faire réfléchir, un livre qui fait du bien et ça ne pouvait pas mieux tomber parce que on a appris au moment d'enregistrer cet épisode, on vient d'apprendre les mesures de déconfinement, du moins au Québec, ce qui fait qu'on va passer un très bel été. Et sans plus tarder, j'intègre ma chroniqueuse invitée. Je vais vous dire par la suite pourquoi c'est elle qui fait la chronique livre cette semaine. Alors, très content de la recevoir. Karine Veilleux, bonjour. Bonjour, ça va bien? Comment ça va? Hey, bravo, je veux te féliciter. Tu es une des premières invitées qui a le son dès qu'on ouvre la caméra et qu'il n'y a pas de problème de son. Alors, bravo, très content, ça ne pouvait pas mieux tomber. Karine, avant de t'intégrer, j'ai mentionné aux internautes que j'allais leur dire pourquoi tu es la chroniqueuse invitée. La semaine dernière, avec ma chroniqueuse Sonia Lapointe, on a parlé du livre Abandonner jamais de Virginie Delalande. Et à ce moment-là, je voulais te faire un coucou en ondes et j'ai complètement oublié Virginie Delalande, qui est cette personne qui est complètement sourde, mais qui a surmonté cette barrière-là pour devenir conférencière, auteur, qui a relevé plusieurs défis. Et pourquoi je voulais te faire coucou, c'est que au début de ta vie, tu étais complètement sourde aussi. Oui, c'est ça, je suis née sourde, là. C'était complètement sourde. J'ai eu plusieurs opérations. J'ai eu plusieurs adaptations aussi avec les appareils auditifs. J'ai commencé à parler à l'âge de 4 ans, au moment où j'ai commencé à entendre. Au début, à l'école, on avait un système MF avec le professeur qui avait un micro. Et Oui. puis, j'ai commencé à avoir des écouteurs, après ça, des appareils auditifs. Le système FF, là, il m'a suivi jusqu'au secondaire. Et puis, rendu au secondaire, j'ai changé de type d'appareil aussi pour un vibreur. Dans le fond, c'est comme un cerceau qui est en arrière des oreilles. Parce Oui. que dans les oreilles, avec les tubes que j'avais aussi dans les oreilles, ça a tout déchiré les tympans, j'ai beaucoup de démangeaisons, ça a beaucoup de douleur. Donc, on a tout enlevé ça. Et puis, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on m'avait transféré un appareil style vibreur. Et par la suite, après avoir suivi mon cours de secrétariat là, vers l'année 2017-2008, j'ai décidé de prendre des démarches pour me faire opérer, pour essayer de voir ces possibilités de éliminer complètement mes appareils auditifs. Donc, il fait que depuis 2010 et 2013, les deux dernières opérations, aujourd'hui, je ne porte plus d'appareils auditifs. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Et moi, je peux en témoigner. Tu as suivi ma formation sur l'art de prendre la parole en public. Disons que tu as beaucoup de choses à dire et ce n'est pas une mince tâche lorsqu'on est sourde de naissance d'apprendre à bien parler, à bien s'exprimer. Il y a énormément de travail. Les gens n'ont pas idée à quel point c'est beaucoup de travail. Là, effectivement, là, ça ne paraît pas, mais moi, je coche beaucoup quand que je parle, là. Autant que pour les idées que pour les prononciations, les mots qui ont beaucoup de consonnes, c'est vraiment ça pour moi. Bon, Encore ben parfait. aujourd'hui, là. Bien, je te rassure, on entend très bien. Je présente immédiatement le livre de la semaine. Tu me l'as proposé et ça ne m'a pas surpris du tout. Alors, je vais partager la couverture pour nos internautes. Il s'agit du livre Transmettre ce que nous nous apportons les uns les autres. C'est un collectif. Il y a énormément d'auteurs qu'on connaît là-dessus. Je cite entre autres Nicole Bordelot, il y a Mathieu Ricard, qui est le moine bouddhiste. Il y en a plusieurs autres, pardon, tu pourras nous en parler. Tu m'as suggéré ce livre-là. J'ai souri quand j'ai vu ça parce que transmettre, c'est quelque chose que tu fais beaucoup. Tu es à la mi-trentaine, mais tu as plus de 20 ans de bénévolat derrière la cravate. Oui, ouais, c'est ça exactement. Un de mes titres, c'est citoyenne engagée. Je fais beaucoup de bénévolat depuis une vingtaine d'années, effectivement. Donc, dans divers secteurs d'activité, que ce soit dans le milieu environnemental, événements éco-responsables, dans le milieu des affaires, entre autres. Donc, je suis une personne qui est quand même très impliquée là. Ouais, ça a commencé comment, ça, cette implication-là? En fait, quand j'étais au secondaire, mes parents travaillaient dans un organisme communautaire chez Estriaide. J'ai commencé à être bénévole là durant les étés.
Par la suite, il y a eu un événement qui est les champions jeunesse du monde, dont je m'étais impliquée dans l'année 2003. Oui. Par la suite, quand j'ai commencé à travailler pour mon premier emploi en secrétariat au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, je me suis impliquée là aussi au niveau du vestiaire, surveillance de salle. Par la suite, je me suis intéressée dans d'autres milieux culturels, dans d'autres événements. Et c'est comme ça que j'ai commencé fil à aiguille, on peut dire. Puis, comme moi, je suis polyvalente et que je suis une nature de curieuse, curieuse de nature, on peut dire, là, Oui, oui. j'aime ça apprendre beaucoup de choses, donc, dans d'autres milieux, là, comme environnemental, politique même, que je me suis Oui. impliquée au niveau municipal, provincial. Vraiment. Alors, ce qui fait que plus ça va, plus tu connais des gens. En tout cas, beaucoup de gens te connaissent parce qu'à Sherbrooke, quand on va dans une activité, il n'est pas rare qu'on te voit vendre quelque chose, des billets, peu importe. Et là, on dit, ah, Karine est là. Et c'est une implication qui est très large. Tu as mentionné culturel, social, sportif, politique. Alors, vraiment, tu as une implication. Et je sais que des fois, tu as des coups de cœur pour des gens. Ça t'avait incité à t'impliquer en politique. Puis, bravo parce que des bénévoles, on n'en a pas beaucoup. On voit beaucoup de têtes grises. La jeunesse est peut-être moins portée. Alors, c'est un message. Justement, dans le livre qui nous concerne aujourd'hui, Transmettre, moi, je vois un lien directement avec ces implications-là. Oui. Parle-nous un peu du livre. Qu'est-ce qui t'a frappé? Je sais que pendant tes études, tu as fait un travail sur ce livre-là qui n'est pas nécessairement une nouveauté, mais qui est très d'actualité encore aujourd'hui. Oui, en fait, les collaborateurs, en fait, c'est beaucoup en lien avec l'éducation à l'enfance, philosophie, sociologie aussi, qui sont mis ensemble pour poser la question sur transmettre, donc ce qu'on apporte les uns ou les autres. Et en fait, moi, c'est qu'est-ce que nous, on apporte dans la vie. Tu sais, un geste anodin, là, ça peut être un bonjour, un geste de la main, un clin d'œil. Ça, c'est des gestes anodins qu'on fait naturellement, mais toi, là, dans la vie, tu fais quoi pour transmettre aux autres? Puis de quelle façon, puis qu'est-ce qui t'emmène dans ta vie? Que ce soit un philosophe, un professeur, un conférencier, un artiste, on transmet tout quelque chose à notre façon. Et ce qui m'a frappé aussi dans ce livre-là, bon, c'est un livre, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures, étant donné que c'est beaucoup de collaborateurs qui ont amené chacun à leur façon sur la problématique de la question. Mais ce que je retiens de ce livre-là, c'est que lorsqu'on transmet quelque chose, on transmet un message. Donc, pour pouvoir transmettre un message au niveau de la communication, que ce soit par le non-verbal ou par la communication verbale, et par des gestes. Donc, le bénévolat, entre autres, transmettre, c'est un don qui éveille, c'est un sentiment de joie. Puis justement, la question que moi, la problématique pour faire le lien avec le texte philosophique, est-ce que transmettre permet d'atteindre le bonheur? Donc, Oh, la réponse est oui. belle question, belle question. Oui, Ce que je retiens depuis le début, c'est que, bon, là, on voit des personnalités très connues sur la couverture du livre. Par contre, tout le monde transmet quelque chose. Et sans nous en rendre compte, si on passe à l'arrêt d'autobus le matin, qu'on sourit à quelqu'un, c'est une façon de transmettre et ça peut changer la journée de cette personne-là, en fait. Alors, il faut prendre conscience que, et tu parlais de non-verbal, bon, comme gars de communication, je le répète souvent, le non-verbal, il y a différentes écoles de pensée, mais ça peut être 75-80 de l'importance de la communication par rapport aux mots et aux sons qui sortent de notre bouche. Donc, notre corps parle énormément, peut transmettre des messages positifs, peut transmettre de l'énergie, peut transmettre des choses plus toxiques également. ben, je peux faire un aparté avec ma surdité. Là, vu que je n'attendais pas, il fallait que je focus beaucoup sur le non-verbal pour comprendre le message. Oh oui, c'est vrai, mais nous, on ne s'en rend pas compte, mais tu dois devenir une experte du non-verbal à cause de ce handicap. C'est ça. Puis même en plein pandémie, ça m'a comme un peu relevé cette situation-là, avec les masques, les plexiglas, j'avais un travail au service à la clientèle. C'est pas vraiment facile. Donc, essayer de lire avec les yeux, là, c'est pas évident. C'est toute une école parce qu'encore aujourd'hui, tu n'as plus d'appareil, c'est plus apparent, tu as été opéré, mais tu travailles beaucoup encore avec ça. Tu lis Oui, sur les lèvres, tu vas lire, alors tu n'as pas le choix, là. oui, exactement. Puis quand je me concentre beaucoup, des fois, à la fin de la journée, j'ai vraiment mal à la tête, là.
Ah oui, non, c'est ça. Ça demande énormément d'efforts. Tu devais être contente hier d'entendre les mesures de déconfinement, de savoir que fin août, il y a des bonnes chances qu'on n'ait plus de masques, en fait, dans les lieux publics. On va avancer là-dessus quand tout le monde aura 2 doses de vaccin, mais pour les gens comme toi, ça doit être encore une meilleure nouvelle que pour la plupart des gens dans la population. Oui, effectivement. Puis même si j'attends quand même assez bien aujourd'hui, dans les lieux bruyants, je dois quand même concentrer ce que quelqu'un me donne comme information aussi. Fait qu'imagine avec un masque aussi, là, c'est plus difficile. Mais Ouais. on apprend à s'adapter, puis on vit avec, là. Ouais, oui, effectivement, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas hâte de revenir à la normale aussi. C'est Évidemment, ça, exactement. s'adapter, c'est bien, mais ça va être un petit peu moins forçant pour la tête et même physiquement, parce que j'ai aidé mon fils la semaine dernière à déménager un frigo. Avec un masque, là, on pompe l'huile un peu. Hein. C'est pas du tout la même façon. Dans le livre Transmettre, il y a énormément de témoignages. Est-ce que tu as accroché davantage à une personne ou une autre, une anecdote peut-être? Il y a plusieurs citations qui sont venues me chercher, entre autres, là. Euh, en fait, tout à l'heure, en fait, il y a une citation que en fait, je vais le citer. Oui. C'est Nous sommes une espèce qui transmet et la transmission est donc au cœur de notre humanité. Donner, recevoir, redonner à son tour est vraiment au cœur de la transmission et au cœur de notre dignité et de notre intelligence d'être humain quand nous nous en servons bien. OK. Donc, si il faut la bien servir, hein, cette transmission-là. Si on veut transmettre du bonheur, du positif, bien, il faut aussi être bien avec nous-mêmes aussi. Mais on peut transmettre de la négativité aussi, là. Si on peut être négatif, on peut être une personne toxique. Oui. Dans ce livre-là aussi, il parle beaucoup de ça en lien avec l'enfance, beaucoup en lien avec ce qu'on a vécu aussi, mettons, à l'enfance, au niveau de la maltraitance, la violence conjugale, la séparation parentale, par exemple. Bien, il y a des chances qu'on transmette ça aussi plus tard à la vie adulte, où on vit dans un climat malsain, puis je ne sais pas, moi, la personne nous transmet ses émotions, que ce soit la frustration, ses sentiments négatifs, bien, il ne veut pas, nous, on va être des vampires, on va siphonner ces émotions-là, puis on ne veut pas ça. Donc, on a aussi le pouvoir, Jannick, au niveau de la transmission, d'accepter ou ce qu'on n'accepte pas. Parce qu'on peut transmettre aussi à notre tour, que ce soit positif ou négatif. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on vient de traverser un 14 mois où on a beaucoup transmis, on a beaucoup interagi, mais sur les réseaux sociaux. Et là, on a eu les deux opposés. On a eu des gens qui essayaient de demeurer positifs, même dans l'épreuve, mais d'autres qui avaient un énorme besoin de dénoncer, d'être excessivement toxiques sur tout ce qui arrivait. Parfois, là, il y a on appelle ça des trolls, mais qui interagissent sur les réseaux sociaux. Et pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un a été a émis un commentaire sur mon mur Facebook qui était hyper toxique. J'ai dit, quelle sorte de vie tu as présentement? T'es-tu posé la question à quel moment tu étais devenu aussi toxique, mal engueulé? Et la personne n'a pas répondu, ou peu importe. Mais quand ça va mal dans notre vie, on a tendance à être beaucoup plus négatif dans ce qu'on va transmettre aux autres. Oui, exactement. Puis en même temps, bien, quand on transmet aussi euh, des, des- quand on procède à la transmission, quand on dit qu'il faut se connaître nous-mêmes, c'est qu'on transmet notre héritage, notre culture, nos valeurs aussi. Oui. Ce qui est le fun aussi. Puis on transmet aussi notre compassion, de la bienveillance aussi dans certains cas. Mais ça, si c'est de la négativité, il faut aussi se poser nous-mêmes, il faut se repérer et se poser les questions parce que justement, il y avait un collaborateur qui avait posé la question aussi à ce sujet-là qu'il faut se revenir sur ce sujet-là pour prendre le temps de se poser et comprendre cette transmission-là et pourquoi je le fais et de quelle façon. OK. OK. Alors, des fois, tu peux être bête avec quelqu'un, transmettre quelque chose de négatif. Il faut que tu prennes le temps de t'asseoir et de dire OK, là, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'auto-évaluation là-dedans. Il y a beaucoup de prise de conscience. Oui, exactement. Oh, ça, c'est intéressant aussi. Je trouve que c'est un livre qui est totalement d'actualité parce que beaucoup de gens vont avoir à remettre en question
la façon dont ils ont transmis des choses aux autres au cours, en tout cas, depuis le début de la pandémie. Là. Je le répète, là, il y a eu beaucoup de façons de voir. Le fait de lire ce livre-là, est-ce qu'on est plus un peu sur nos gardes avant de transmettre quelque chose? Est-ce qu'il y a comme une seconde de décalage où on dit, oh, là, j'allais écrire ça, je vais peut-être faire attention? Ça dépend de la perception que tu vois de ce livre-là. C'est très, OK. très philosophique, moi, je trouve, là. C'est OK. pour ça que j'ai fait un travail à ce sujet-là, parce que ça amène beaucoup de réflexion. Puis le fait qu'il y a beaucoup de collaborateurs, ça a du bon, puis tu peux avoir en même temps, parce que là, OK, c'est vers quoi je m'enligne, là, parce qu'il y a beaucoup C'est de différents courants de pensée. c'est ça, beaucoup de courants de pensée pour le même sujet, là. Alors, ça dépend de quelle façon tu veux y aller. Moi, c'est plus au niveau de la bienveillance, puis comment transmettre de façon positive, puis ce que ça m'apporte moi. Ce que ça dit aussi dans ce livre-là, c'est que le cerveau se nourrit de nous, mais aussi de l'extérieur, parce que ça a un cerveau, puis ça se passe tout au niveau des neurones aussi, là. Ça explique tout, là, dans ce livre-là. Je ne veux pas devenir scientifique, là, mais ça a un impact aussi au niveau cognitif, là. À quelle hauteur là-dedans, à quelle personnalité t'as accroché le plus? Ben, moi, je lis beaucoup Frédéric Lenoir, déjà en partant. J'ai plusieurs livres sur lui, toute la philosophie du bonheur, du positif dans la vie. Bon, Frédéric Et Lenoir qui est très axé là-dessus. Là. Lui, c'est c'est un ça, peu sa raison d'être. exactement. Il y a Mathieu Ricard aussi, que j'aime bien sa façon de penser, aussi toujours positif dans le Le moine. bonheur. Ouais. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. À l'inverse, quel courant de pensée t'as peut-être moins accroché? Ben, tout ce qui est en lien avec l'enfance, oui, ça m'a accroché, mais je garde ça comme une ouverture. OK, probablement quand je vais le relire, il y a peut-être d'autres choses que je vais apprendre aussi, là. OK. Mais c'est vrai que c'est important quand même ce qu'on a appris. Notre façon d'interagir, notre façon de transmettre va beaucoup être en fonction de ce qu'on nous a transmis. Et ça remonte vraiment à l'enfance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer ça. Oui, c'est ça, exactement. Ah, ça, c'est le message encourageant. Tu dis que c'est très philosophique. Ça s'adresserait à quelle clientèle? Est-ce que tout le monde peut lire ce livre-là? Ben, tout le monde, parce qu'en fait, oui, c'est philosophique, mais il faut qu'on se pose aussi la question, c'est comme une mission de vie, mais aujourd'hui, là, si moi je te pose la question, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Pas juste à ta mission de vie de façon générale, mais aujourd'hui, là, tu te lèves le matin, mais aujourd'hui, moi, je veux transmettre ça. De quelle façon et pourquoi? OK, mais ça, c'est intéressant, c'est que dès le réveil, on dit, OK, aujourd'hui, là, moi, j'ai le goût de véhiculer des messages positifs. En fait, je ne sais pas s'il y a un passage là-dessus, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais qui dit qu'on attire un peu les gens vers nous en fonction de notre façon de transmettre. Si on transmet du positif, j'imagine qu'on doit attirer beaucoup plus de gens qui vibrent de façon positive. Dans mes mots, je ne sais pas, mais c'est logique, là, effectivement, parce que si on reste toujours dans la négativité, on va rester dans la négativité, là. Oui. Ce que je lis dans la description du livre, c'est que, bon, les auteurs d'exception qui sont dans cet ouvrage-là, qui écrivent là-dedans, vont témoigner de ce qu'ils ont appris par l'expérience, par leur entourage, par leur maître. Et là, quand je lis ça, je me dis, l'importance de choisir quand même les gens dans notre entourage, ceux qui ont une façon de transmettre de façon qui est très positive. Évidemment, ça a une influence sur nous, on va avoir tendance à le reproduire. Donc, si à l'enfance, vous avez été entouré de gens plutôt toxiques, vous pouvez modifier ça en changeant un peu votre cercle de relations parce que là-dedans, les gens disent, ben nous, on a eu une influence, là. On a eu des maîtres, on a eu des... on n'est pas dans une secte, là, mais quand on côtoie des gens autour de nous, ben, ça vient teinter notre façon de transmettre. En fait. Bien, ça fait partie de la réflexion d'une prise de conscience de quelle façon qu'on transmet et pourquoi qu'on transmet de cette façon-là, ce que je peux comprendre. Et il y a aussi un des collaborateurs, Christophe André, que lui, il pose beaucoup la question sur l'aspect spiritualité, plus anxiété aussi, tout ce qui Ah, est trop anxieux. Donc, ça permet aussi de comprendre nos émotions, nous, dans les situations qu'on vit, pendant qu'on reçoit ou pendant qu'on donne aussi là, lors de la transmission. Là.
Oui, tu as mentionné l'anxiété. Là, je pense que c'est un mot qui a été largement répandu au cours de la dernière année. Ça a beaucoup ressorti chez certaines personnes et c'est intéressant qu'on aborde ce sujet-là dans le livre parce que notre façon de recevoir et de transmettre est très différente dans une situation de stress et là, on a vécu quelque chose de majeur qu'on n'avait jamais vécu avant. Alors, ne serait-ce que pour ce passage-là, ça va être intéressant de se procurer ce livre-là. Est-ce que tu as pris conscience de certaines choses dans ton entourage après avoir lu ce livre-là? Tu as même fait un travail là-dessus, donc ça t'a forcé à réfléchir un peu. Est-ce que tu as remarqué des choses dans les membres de ton entourage où tu fais du bénévolat ou peu importe? Ben, c'est sûr que quand j'ai vécu dans un climat malsain au niveau du travail, c'est ça, c'est pour ça que je fais beaucoup de lien avec ça parce que ça, j'allais vécu. Et puis, moi, je ne veux pas prendre ses émotions à lui ou à elle. Donc, il faut prendre le recul de ça. Puis si ça ne fonctionne pas, mais peut-être que c'est de partir aussi de cet endroit-là parce que ça nous affecte à nous aussi en tant que personne, parce qu'on transmet ça aux autres. Donc, nouveau positif, mais j'ai beaucoup d'amis qui s'orientent sur tout ce qui est se réinventer la vie, d'orienter leur carrière, de trouver leur mission de vie qui est en fait qui fait leur bien à eux aussi, là, pas rester dans ce qui est malsain pour eux. Pour moi, ça, j'ai trouvé ça, c'est un impact dans mon entourage. Là, vraiment, pour moi, ça m'aide beaucoup aussi. Puis Ouais. j'ai fait énormément de ménage, Annick, cet hiver. Quand j'ai quitté mon emploi, là, je pense que j'ai enlevé une cinquantaine d'amis Facebook. C'était trop négatif, ça transmet pas grand-chose. Puis tu sais, quand je disais au niveau intellectuel, là, est-ce que ça ne me prend pas de quelque chose dans la vie? Non. À part que c'est négatif, puis moi, c'est pas ça que je veux. Au lieu de me faire avancer dans la vie, je recule. Moi, c'est pas ça que je veux. Donc, c'est des prises de conscience comme ça qui m'ont fait réfléchir. Puis aussi, vu que j'ai recommencé le bénévolat, c'est de quelle façon je veux aussi retransmettre dans l'engagement social, vu que j'en ai fait vraiment beaucoup. Euh, c'est vraiment évaluer dans ce que j'ai déjà fait, puis ce que je veux vraiment avancer. Fait que là, je m'implique pour un organisme qui promouvoit des postes de cadre, de dirigeants ou qui est de politique, en fait, pour les femmes qui veulent aspirer ces postes-là. Donc, je m'implique pour cet organisme-là. Pourquoi? Parce que je veux devenir un jour une personne de cadre, puis travailler dans le domaine de la politique, puis faire partie d'un CA. Oh, Donc, c'est ça a un lien. extraordinaire. Donc, c'est un lien parce que moi aussi, en tant que personne de cadre, je veux transmettre aussi ma culture, mes connaissances, mes compétences aussi. Ça donne aussi une raison d'être dans ma vie. On peut le nommer, cet organisme-là? Oui, c'est chez les PPN. Ah, les pépines, ben oui, qui sont de plus en plus connus. C'est un nom qui circule. Beaucoup de femmes en politique qu'on retrouve, entre autres, des femmes dans des postes de direction aussi. J'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit à propos des contacts sur les réseaux sociaux. Évidemment, la pandémie a fait ressortir beaucoup de traits de caractère et on se rejoint là-dessus. J'en ai supprimé énormément quand tu allais voir la fiche Facebook de quelqu'un, par exemple, et que 95% ou presque 100% de ses publications étaient négatives. La façon de transmettre, ça lui appartient, mais on n'est pas obligé de se laisser submerger par ce type de personnalité-là. Alors ça, c'est intéressant. Puis c'est une question de survie mentale, je dirais. Ben oui, exactement. C'est bien beau le respecter et faire preuve de bienveillance, mais à un moment donné, il faut aussi accepter ce qui Pas au nous... détriment de qui notre nous... santé mentale, C'est là. ça. On ne C'est peut pas ça. se noyer avec l'autre. On peut tendre une perche à un moment donné, mais si l'autre veut nous caler pour se sortir de l'eau, c'est impossible. Là. Ça devient très, très difficile. Le mot bienveillance, aussi, on l'a beaucoup utilisé, mais on l'utilise de toutes sortes de façons différentes. Ça ne veut pas dire endurer n'importe quoi, la bienveillance. Là. Ça veut dire faire attention à soi aussi, pas juste aux autres, là, parce que ça passe par soi. On ne peut pas remplir le verre des autres quand le nôtre est vide. Puis les personnalités toxiques qui transmettent que des choses négatives, c'est des gens qui vident notre verre, ça. Oui, exactement.
Écoute, je repartage la couverture du livre parce que je veux que les gens le retiennent, ça peut faire du bien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de le lire d'un couvert à l'autre. Vous pouvez aller chercher des sections qui vous intéressent, des auteurs qui vous intéressent, des personnalités là-dedans qui vous accrochent davantage. Ça s'appelle transmettre. Alors, ce que nous nous apportons les uns les autres, et ça devient encore plus important actuellement, c'est aux éditions Édito. Vous voyez différents collaborateurs là-dessus. Il y a Céline Alvarez, Christophe André, Nicole Bordelot, Catherine mon Dieu, Guéguen, je me souviens, je ne veux pas le prononcer de la mauvaise façon. Il y a Frédéric Lenoir, Frédéric Lopez, Mathieu Ricard, que beaucoup de gens connaissent, qui est le moine bouddhiste également. Alors, intéressant, vous pouvez vous procurer ce livre-là, vous pouvez le commander aussi. Actuellement, tu dois lire autre chose, Karine? Oui, ben, j'ai terminé le livre Étude-les, qui a été un otage là, depuis 2019. Là, je pense que c'est 450 jours. Je n'ai pas le livre à côté de moi, là, Oui, oui, mais oui. je viens de lire. C'est une japonoise là, qui a Oui. été enlevée là, dans le Sahara. Qui est enlevé, qui a été séquestré, ouais. qui a réussi à s'échapper. Ouais, c'est une histoire incroyable. Comment tu trouves ça jusqu'à présent? Ben, je l'ai tout lu. En fait, c'est le dernier livre que j'ai terminé. C'est une histoire frissonnante. Puis je l'ai trouvée très, très courageuse, vraiment, dans cette histoire-là. Et ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est sa créativité, sa tête froide, puis de toujours d'être positif, ben, pas tout le temps négatif, mais positif aussi malgré tout, puis d'essayer de voir comment s'en sortir. Puis Gardez elle n'était espoir. pas, puis elle était pas toute seule, elle était avec son ami Lucas aussi, puis qui s'entraidait beaucoup. Ils ont été séparés un certain temps, puis après ça, ils se sont retrouvés. Là. Mais l'entraide, là, j'ai trouvé ça formidable entre les deux. Donc, Wow, c'est une alors, belle histoire à découvrir. oui, oui, effectivement, puis on doit hyper ventiler quand on lit ce récit-là, tellement, bon, le fait d'être emprisonné, mais il y a une chose sur laquelle les ravisseurs n'ont pas de contrôle, c'est sur nos pensées. Je pense qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus, en fait. Ben, exactement. Puis je pense que ce qui l'a aidé aussi beaucoup, c'est quand je disais sa créativité, c'est soit par les dessins dans le sable, dans la terre, ou par ses poèmes puis ses dessins. Là. Puis on en trouve quelques-uns de ses poèmes et de ses dessins dans le livre. Là. Wow! Alors, ce sera un livre également à parcourir. Écoute, Karine, c'est tout le temps qu'on a. Je veux te remercier. Ça a été très enrichissant je vais sûrement te réinviter parce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire et tu lis des choses inspirantes. Tu viens de nous partager deux titres, en fait, que tu lis. Je te souhaite un bel été. C'est propice l'été à lire également. On peut lire sur la terrasse. On va avoir le droit de sortir. Aussi, on va pouvoir se remettre à voir des gens. Alors, c'est ce que je te souhaite pour cet été 2021. Merci beaucoup. Merci, bel été à toi aussi. Là. Merci et à vous tous. Je vous retrouve la semaine prochaine, cette fois-là avec Simone Strominski, ma chroniqueuse invitée, pour un autre Midi Livre. Bye bye!